Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité en Afrique. J'ai avec moi deux collègues que vous connaissez très bien, pour les avoir reçus ici à plusieurs reprises. J'ai avec moi M. Cherif Haïdara, qui est directeur de publication, directeur et fondateur du Griot, directeur de publication. Voilà, du journal Le Griot. Il est aussi le fondateur de ce journal. Ici à New York, un journal qui est très connu, qui est lu par la communauté africaine ici. Et j'ai aussi avec moi un de nos aînés, ceux-là même qui ont commencé, je dirais, la vie médiatique ici à New York, en l'occurrence de M. Dam Babou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ce sont les grandes interviews. Je pense que nous allons parler ce soir de l'actualité en Afrique. Il se passe tellement de choses qu'on ne peut pas ne pas. Ouais, autour de cette table, se retrouver en tant qu'homme de presse et en discuter. Okay. Alors, on va commencer, M. Dam Babou, on va commencer par le Mali. Il y a eu un coup d'État et aujourd'hui on apprend que le président Amani Touré a ressurgi. Il a accordé une interview à RFI. Il dit qu'il se porte bien et qu'il encourage ses compatriotes à soutenir le plan de... Alors, la question aujourd'hui, est-ce que ce coup d'État était véritablement nécessaire et où va l'Afrique? On va arriver tout à l'heure un peu au rôle de la CEDEAO. Je vais peut-être poser cette question à M. Cherif Haïdara. Est-ce que c'était un coup d'État nécessaire? Non, absolument pas. Il n'est pas nécessaire, mais il confirme quelque chose que Cheikh Anta Diop nous avait dit il y a longtemps. Nous n'avons pas de pays. Ce que nous avons, nous n'avons pas de pays. Nous n'avons pas les moyens d'avoir des pays tels que l'Afrique est configurée aujourd'hui. Il aura fallu quelques attaques venues du Nord pour que l'armée malienne se désintègre. Et quand une armée se désintègre, il y a toujours les moins éduqués, les moins cultivés du point de vue de la trajectoire de l'histoire, qui pensent toujours que c'est une ouverture pour eux. Et la plupart, c'est des gens d'un niveau de culture historique tellement bas que même être à la tête de l'État pendant 3 mois, même si on doit quitter après, ça vaut la peine pour eux pratiquement de détruire tout un travail qu'on a effectué pendant des années. Donc c'est 20 ans depuis que le Mali, parmi les pionniers de l'Afrique, de l'expérimentation démocratique véritable depuis les conférences nationales, que le Mali donc était un exemple. Mais probablement celui qui est à la tête de ce groupe de putschistes aujourd'hui, à le regarder, on a comme l'impression qu'il n'a aucune notion de l'histoire. Il n'a aucune notion de là où l'Afrique est aujourd'hui. Il n'a aucune notion que pendant, depuis les années 60, jusqu'au milieu des années 90, l'Afrique était encore dans ces histoires de 19e siècle, de parler de... droit, les affaires internes. Et ça, c'est fini maintenant. L'histoire de... c'est une affaire interne. Il n'y a pas d'affaires internes. Comme Kofi Annan me le disait un jour. Quand la cage de votre voisin brûle, vous ne pouvez pas dire non, je ne vais pas éteindre. Si vous dites il ne faut pas éteindre, il faut lui dire je vais éteindre. Sinon, je vais me battre contre vous. Parce que c'est votre case qui va brûler après. Donc, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas ça. Je pense que ce groupe de putschistes-là et de ces gens-là qui n'ont aucune notion de là où on est aujourd'hui en Afrique. Monsieur Haïdara, nous allons peut-être remonter un peu la pente. On sait que dernièrement, il y a eu des événements en Libye. Quelle relation faites-vous entre ces événements de la Libye et ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali? Bonsoir. Chers téléspectateurs, si j'avais disparu un peu des écrans, c'est parce que j'étais en voyage à Abidjan, je m'excuse. Bonne arrivée. Merci. Effectivement, depuis novembre, les observateurs avaient lancé déjà l'alerte rouge pour dire que la guerre en Libye allait avoir des conséquences négatives en Afrique subsaharienne. Chose que l'OTAN n'a pas pu... disons, je pense qu'ils n'ont pas tenu compte des effets négatifs de cette guerre. Parce que le président lui-même avait été déjà averti de ce coup d'État qui a eu lieu. Ouais, je me rappelle le 19 janvier, il y avait eu tentative de coup d'État au Mali. Et je pense que les autorités maliennes avaient déjà interpellé l'ambassadeur de France au Mali. Et ils s'étaient justifiés que c'était pas vrai, qu'ils n'étaient pas impliqués. Mais l'histoire est plus profonde que ça. Cette histoire de rébellion au Mali date de 1908, selon mes recherches.
La première rébellion au Mali de 1909, c'est depuis le temps des colons où les Blancs étaient là. Donc depuis ce moment, les Touaregs ne jamais cherché à intégrer, disons, cette partie où se trouvent un peu les Noirs, un peu perçus, je m'excuse, cette partie du sud et du Sahara. Bon, après, les Blancs les répartis un peu dans les autres pays comme le Soudan, qu'on appelle ça, la Libye, le Niger, le Tchad, et une bonne partie restée au Mali. Mais à chaque fois, après l'indépendance, le rébellion qui a commencé en 1957, selon mes recherches, et après il y a eu la rébellion sur le président Modibo Keïta, qui était le premier président malien, et après il y avait pour tous les présidents maliens qui ont passé, ils ont eu leur rébellion Touareg. Mais cette fois-ci, c'est un peu aller loin. Mais il y a le fond du problème, c'est que il y a des pays voisins du Mali qui sont un peu complices de cette rébellion. Je parle de l'Algérie, moi je n'ai pas peur des mots, je parle de la Mauritanie, parce que ces rebelles-là aujourd'hui, ils ont leurs bases en Mauritanie et en Algérie, chose que les gens ne dénoncent pas suffisamment. Et même dès le début de la crise, étant homme des médias, quand j'ai vu les propos de Christine Meratier, correspondant du journaliste à RFI, j'ai dit à un ami, attention, il y a un problème. Les commentaires de celle-là, ça tire un peu à la révolte un peu, et ça va avoir des conséquences. Si la présidente malienne ne fait pas attention, ça va prendre. Parce que son disant d'aimer incapacité de l'armée malienne, incapacité de gérer. Donc, quand on met ça dans la tête des gens, finalement, ça ne marche pas. Donc, c'est les conséquences un peu de la crise libyenne que les Maliens subissent. Et aussi, une crise aussi qui dure longtemps, c'est-à-dire que l'indépendance qu'ils appellent de la Zawad, que les gens n'ont pas encore trouvé de solution. Donc, on pourrait égrener un peu, je dirais, l'histoire va nous amener certainement à égrener un peu tout ce dont vous parlez tout à l'heure, toutes ces rébellions, je dirais, au Mali depuis le président Modibo jusqu'à nos jours. Monsieur Dambabou, est-ce que la chute du président malien peut être interprétée comme la défaite d'un consensus? Je n'ai pas bien saisi ce que vous appelez le consensus, mais je veux revenir sur ce que j'avais dit et ce que mon ami vient de confirmer. Ce qui se passe, c'est que pourquoi tous les présidents maliens, et bien avant même les présidents maliens, bien avant l'indépendance, le colon, chaque pouvoir au Mali a eu sa rébellion au nord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est une tradition aujourd'hui au Mali. Ce n'est pas seulement une tradition, mais reprenez en Afrique. Ce qu'on a conçu comme des États artificiellement, les populations ne s'y reconnaissent pas. Leurs allégeances vont vers les relations culturelles, les relations historiques. Parfois, on a le même peuple de deux côtés d'une frontière, presque pas partout en Afrique. Cela veut dire que nous n'avons même pas d'allégeance étatique, d'allégeance républicaine, où on parle d'une armée qui vient envahir un autre pays. Malgré tout, si nous reprenons par exemple l'Europe, l'Allemagne et la France, malgré la proximité, il y a des cultures et une histoire distincte où entre les deux pays, il y a quand même une frontière culturelle, politique, historique, étanche. Nous n'avons pas ça en Afrique. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès pour qu'on se retrouve un peu dans ce carcan infernal de sorte à pouvoir dépendre toujours, je dirais, non, mais pourtant on nous avait avertis. Cheikh Anta Diop avait dit, il ne faut pas laisser cette histoire de république ancrée dans la tête de nos élites, avec des drapeaux, avec des motocars, avec des États, entre guillemets, avec tout ce qui va avec, alors que ça n'existe pas en tant qu'entité nationale. Nous n'avons pas d'entité nationale viable. Tant qu'on voudra rester dans ces carcans de petits États nains, on aura toujours... Mais revenons un peu à la crise ivoirienne. Est-ce que vous vous souvenez que l'armée française qui est intervenue n'a envoyé que 600 hommes, seulement 600 hommes, pour défaire une armée en principe d'un pays souverain? Cela veut dire que si c'était le Sénégal, ce serait la même chose. Si c'est le Mali, ce serait la même chose. Cela veut dire donc cette rébellion-là, cela veut dire que malgré que le fait que le Mali et le Sénégal sont parmi les rares pays africains qui n'ont pas de problème ethnique en tant que tel, mais toujours, c'est des pays qui ne sont pas intégrés.
Le Mali n'est pas intégré du point de vue de la tête des gens. Un État s'installe d'abord dans la tête de ses habitants avant d'être une entité géographique. C'est ça un peu le problème. Est-ce que ce n'est pas un peu ce sous-développement psychologique qui pèse sur nous, parce que qui cause en fait notre sous-développement en Afrique et qui nous entraîne dans ces situations dans ces situations que nous connaissons aujourd'hui? Je ne sais même pas si je peux l'appeler sous-développement. Nous avons emprunté une fausse piste. Une fausse piste ne peut pas vous mener dans votre destination. Nos États tels que c'est configuré aujourd'hui. Mais pour emprunter, M. Dambabou, pour emprunter cette fausse piste-là, il faut qu'il y ait un départ. Donc, qui nous a mis sur ce chemin de départ? Mais le problème, c'est que quand on nous a mis là, on nous a déjà mis là. C'est à nous d'en sortir. Ouais. Est-ce qu'on peut Ce n'est pas la peine d'insister sur le fait qu'on nous a mis là pour justifier nos problèmes aujourd'hui. De toute façon, on continue à les justifier 52 ans après et on continuera 100 ans après tant qu'on ne sort pas de cette piste-là qui ne nous mène pas là où nous voulons aller. Il faut absolument qu'on démantèle nos frontières, qu'on ait des entités viables, qu'on ait des États intégrés. Tant qu'on continuera à penser que c'est un chemin très long, cela veut dire qu'on veut faire du sur place. Monsieur Aïdara, la CEDEAO, je crois, demain va effectuer un voyage officiel au Mali pour essayer quand même de racoler tous les bouts. Alors, quel est véritablement aujourd'hui le poids de la CEDEAO en Afrique pour régler ce genre de conflit quand on sait que cette institution certainement a brillé par son inertie et son immobilisme, son incapacité de régler plusieurs problèmes? Quel est aujourd'hui le poids de la CEDEAO dans la résolution de cette crise au Mali? Ok, moi je dis, depuis la création de la CEDEAO à maintenant, je dis il y a une évolution quand même. Mais je vais revenir un peu sur les propos de grand frère Dam. C'est les entités, des pays, des micro-États. On ira toujours, la crise, si ça continue, la CEDEAO va toujours continuer à intervenir. Parce que, je disais à un ami, c'est l'article que je suis en train d'écrire, je dis ici, les gens créent des appareils électroniques qu'on appelle les GIFO, mais en Afrique, nous avons des humains GIFO. Ils sont capables de tout créer sur place. Regardez cette crise, à 28 jours, peut-être qu'il y a 40 jours d'une élection, quelqu'un pense, s'il n'a pas un appareil électronique dans la tête, il ne peut pas faire un coup d'État. C'est plus fort, parce que moi je ne trouve pas de place. Et surtout que le président malien lui-même, il avait dit qu'il rendait le pouvoir, voilà. Il était prêt à partir. Absolument. Comme disait le grand frère, c'est des espèces, ces personnes-là, ils sont sur notre planète. C'est ça. Est-ce que nous ne sommes pas téléguidés quelque part? Avant de poser l'acte, il y a toi-même et ta famille, ça c'est les premiers. Ta conscience et ton subconscient. Ton pays, ton continent et tout ce que tu vas embarrasser. Est-ce que tu as réfléchi au moins? Non. Est-ce que vous voyez le capitaine comme étant un homme charismatique à diriger le Mali? Attendez. Non, c'est pas là la question. Tout le monde est charismatique de sa famille. Hein. Tu le veux ou pas, tu aimes pas ta femme ou pas tes enfants. À diriger un pays? Non, à diriger un pays, il faut avoir des qualités. Si vous voulez venir diriger un pays, il avait la possibilité de créer un parti politique. Moi, je suis pas là, je vais dans le point de fond. Il faut qu'on aille vite. Le point de fond, il faut qu'on aille vite. La CEDEAO peut devenir une grande communauté intégrée. Comme ici aux États-Unis. La CEDEAO aujourd'hui, c'est 300 millions d'habitants, avec un marché où on a toutes sortes de ressources. Et tu vois, on peut intégrer nos armées, on peut intégrer ce qu'on appelle nos États. Donc, comme ici les États-Unis, et chacun va vivre dans ses États, mais dans une grande entité qui est vivable. Mais si nous n'allons pas vers ces grandes entités-là, cette fédération qu'on entend parler, ils vont toujours créer. C'est-à-dire que c'est les GIFO aujourd'hui. On a des humains moi j'appelle les GIFO, ils vont créer des applications que les gens vont toujours chercher à gérer. Donc, il faut aller dans le fond du problème. Le coup d'État, c'est la conséquence de tout ce qu'a dit le grand frère. Et tu vois, l'Afrique, il faut aller vers une intégration pour finir ces problèmes. Monsieur Dam, comment voyez-vous un peu la fin de cette histoire au Mali? Mais je pense que ça ne va pas aller loin, hein, cette fois-ci. Au moins, je suis optimiste, ça ne va pas aller loin. D'abord, tel que le Mali est configuré, c'est un peu comme nos États, hein, pour revenir toujours à nos États nés, parce que avec des sanctions de la CEDEAO, et puis, je le disais à Chérif tout à l'heure en rigolant, nos amis là, quand on leur dit, si vous ne quittez pas le pouvoir, vous n'allez plus passer des jours à Paris, hein, ils sont très sensibles à ça. Ils ne sont pas sensibles à des milliers de morts. La fameuse Franc-Afrique. Oui, ils ne sont pas très sensibles à des milliers de morts, probablement dans leur propre pays. Mais si on leur dit, votre femme ne fera plus de shopping à Paris, la France, parfois ils écoutent. Hein. Et vous avez bien vu aussi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand la CEDEAO a poussé, hein, c'est vrai que la rébellion ivoirienne a aidé à venir dans la capitale, mais il aura fallu
beaucoup de tractations en bas, comme Abdoulaye Wade l'avait dit d'ailleurs, que c'est nous qui nous sommes organisés pour ouvrir les portes. Donc je pense que le Mali, ça va, les militaires putschistes là, ils vont dégager bientôt. Vous avez... oui, allez-y, monsieur Aïdara. Ouais, pour bondir dans le même sens, je dis que les putschistes n'ont pas de chance. Il faut être réaliste. Hein. Le monde a changé, on n'est plus dans ce truc où on peut faire un coup d'État, faire sortir les gens pour t'applaudir. Non, ils n'ont pas de chance, ils n'ont qu'à être réalistes. Et tu vois, ça se voit, hein. Ça se voit. Parce que moi je dis que c'est un dadis bis. Il mélange les deux, hein. Et un peu de babo, moi je n'ai pas appelé le mot, et puis du dadis, hein. Et tu vois, il est un peu populiste, c'est ce qu'il essaie de faire, mais il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Même ce matin, la Maison Blanche a fait un communiqué, tu dis que tous les jours que tu passes au pouvoir, ça va contre toi. C'est des messages qui sont là, il doit être capable de délire. Donc, il doit être juste et dire que c'est vrai, j'ai fait des erreurs, mais il est temps de rendre le tablier, quoi. Ouais. Alors, qui vous voyez comme le prochain dirigeant du Mali? Le président de l'Assemblée nationale, ou bien on va remettre ATT dans ses droits pour ces derniers jours qui lui restaient Vous savez, dans des situations comme ça, c'est très très difficile de prévoir ce qui va se passer en termes d'hommes. Parce que vous ne savez pas ceux qui sont dans l'ombre, vous ne savez pas ce qui constitue le consensus, et vous ne savez pas ceux qui seront acceptés par les autres partis, ceux qui ne font pas peur. C'est ça le problème. D'autant plus qu'il y a des fortes personnalités qui sont déjà prononcées, ceux qui sont proches de ces gens comme Ibrahim Boubacar Keïta, par exemple. Si le président de l'Assemblée nationale lui est proche, je suis sûr que les putschistes auront peur. Ils risquent de s'accrocher. Si c'est quelqu'un qui risque de leur faire peur, s'ils pensent que dès qu'ils signent la passation du pouvoir, ils vont en prison, il faut tenir compte de tout ça. Donc c'est très très difficile. Peut-être Chérif qui connaît le Mali mieux que moi en termes de personnalité pourra peut-être donner des indications, mais je ne veux pas m'aventurer. Bon, où je peux dire, c'est un peu... moi je dis qu'il faut respecter la loi, hein, même si la loi est mauvaise. Ou même si la circonstance n'est pas appropriée, mais il faut respecter la loi. Parce que le président Toumani a droit à son 2 mois qui reste. Mais c'est à lui de décider. Effectivement, je suis un peu contesté par une partie de la population qui dit qu'effectivement, tu peux rendre ta billet. Et lui, maintenant, comme dit la constitution malienne, j'étais en train de lire ça ce matin, dans son article 37, le pouvoir revient au président de l'Assemblée nationale. Mais il y a un problème. Le président de l'Assemblée nationale est candidat aux élections présidentielles, qui est M. Diokounda Traoré, qui est le candidat de l'ADEMA, le parti de Alpha Oumar Konaré. Dans ce cas, il faut choisir une deuxième personne, qui n'est pas candidat, qui va conduire la transition. Je pense que là, au moins, ça va équilibrer les choses. Moi, c'est mon idée là-dessus. Monsieur Dambabou, le Sénégal. Le Sénégal. Malick Sall, finalement, il a été élu. Macky Sall. Macky Sall, ouais. Je veux dire Malick Sall. Macky Sall. Ouais. Finalement, il a été élu le président de la République du Sénégal. Alors, comment voyez-vous le Sénégal aujourd'hui, et puis que pensez-vous du président, de l'ancien président Wade, Abdoulaye Wade? Bon, je pense que d'abord, la défaite d'Abdoulaye Wade, il en est en grande partie responsable, personnellement. Je donne toujours l'exemple de Senghor. Si vous vous souvenez, Senghor, quand il créait son parti en 1948, il avait un groupe d'amis avec lui qui était sur la tribune, qui l'écoutait faire le discours de création de ce parti. C'est ce même groupe d'amis qui était derrière Senghor quand il donnait son discours d'adieu en 1980. Ça fait quand même 42 ans, non? Ouais. Il a eu l'intelligence et la qualité d'homme d'État de s'entourer de fortes personnalités qui se sont battues avec lui, qui osaient venir dans son bureau sans rendez-vous, sans parler à sa secrétaire, pour venir dire « Léo, on ne fera pas ça » quand il risquait de commettre des erreurs. Abdoulaye Wade, ce qu'il a fait dès qu'il est élu, c'est de faire en sorte que les gens qui sont autour de lui, personne n'ose le regarder dans les yeux. Il s'est débarrassé de tout ce qui l'avait accompagné. Non seulement ses alliés, mais les membres de son parti. Il a pris les gens qui l'ont combattu, qui l'ont mis en prison, qui ont tenté de le tuer. Je dis bien physiquement. Mbaye Jacques Diop, de Rufisque, un vieux de la vieille qui participait, qui était parmi les porteurs de pancartes en 1958, quand De Gaulle venait au Sénégal, avait fait tirer sur le cortège d'Abdoulaye Wade entre les 2 tours en 2000. Et il l'a pris comme le 3e personnage de l'État. Donc Abdoulaye Wade finalement était entouré de gens qui lui ont fait du mal toute leur vie.
Personne n'osait le regarder dans les yeux pour dire ça, vous ne devez pas le faire, ça, vous ne devez pas le faire, ça. Et c'est pourquoi Abdoulaye Wade continuait à se faire liquider politiquement, surtout en utilisant son fils. Son fils était devenu pratiquement son ennemi parce que c'est ça qui l'a isolé de plus en plus vis-à-vis de la jeunesse surtout. Et dans un pays où 70% des gens n'ont pas 25 ans, quand on se met à dos la jeunesse, on est mort politiquement. Je crois que c'est la plus grave erreur. Macky Sall, et justement d'ailleurs, à cause de cette politique de transhumance et d'absence d'éthique, dès qu'il a quitté Abdoulaye Wade, il a donné le sentiment aux Sénégalais que lui, au moins, il n'est pas dans cette logique de combine, contrairement à Idrissa Seck, qui avait plus de chance que lui. Il n'est pas dans cette logique de combine. Il n'a pas cherché à retourner ou à recontacter Abdoulaye Wade. Il prenait même plus son téléphone. Il s'est lancé dans la construction de son parti. Et c'est pour cette raison que quand est venu l'heure du choix, les Sénégalais, non seulement ils ont choisi de se débarrasser d'Abdoulaye Wade, mais ils ont choisi celui qu'ils ont considéré comme le plus conséquent dans son opposition contre son ancien patron. Et surtout, Macky Sall aussi avait un avantage que les autres n'ont pas. Il connaît la carte électorale, comme on dit en anglais, inside out. C'est lui qui a dirigé la dernière campagne d'Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2007. C'est lui qui a dirigé la campagne du parti d'Abdoulaye Wade aux législatives de 2007. Donc il connaissait la carte électorale du Sénégal et il est allé village par village démanteler le parti d'Abdoulaye Wade pendant que les autres étaient encore dans les médias et dans les villes à faire des discours. Lui, il est allé discrètement comme Senghor l'avait fait en 1948. Je pense que c'est ça qui explique aujourd'hui le fait que Macky Sall soit élu. Monsieur Idriss, comment interprétez-vous aujourd'hui la sortie du président Wade? D'abord, il faut remercier et féliciter le peuple sénégalais pour cette je dirais peut-être cette façon de voir les choses. Parce qu'avec les manifestations qu'on a vues à Dakar, peut-être dans un autre pays, on allait voir peut-être un coup d'État. Moi je dis, peut-être qu'on allait passer un coup d'État. Mais la maturité du peuple sénégalais, il faut d'abord féliciter. D'abord aussi, même si ça avait les pressions, il faut reconnaître qu'il faut remercier aussi le président Wade pour avoir accepté sa défaite. Même sous pression, je le dis bien. Mais aussi... Est-ce que vous pensez qu'il est sorti par la grande porte à la fin de... Ça dépend dans quel contexte qu'on place. Mais si on veut placer dans un contexte encourageant pour les autres, il est sorti par la grande porte. Est-ce une leçon pour d'autres pays africains? Oui, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Disons, c'est un exemple à suivre. Et comment voyez-vous l'avenir de maître du président Abdoulaye Wade? Non, bon, c'est les Sénégalais qui vont juger son avenir parce que... Là, moi, je suis Sénégalais, je peux quand même me prononcer. Oui, non, je vais vous poser la question, bien sûr. Comment, M. Dambabou, comment voyez-vous l'avenir non seulement du président Wade, mais surtout de son entourage, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il a un peu berné? Du point de vue de Abdoulaye Wade lui-même, doublement, son avenir est derrière lui. Par le calendrier biologique, quand même, ce n'est pas à 86 ans qu'on construit un avenir. Bien qu'il ne semble pas avoir compris ça après ses premières sorties, après l'élection. Je vais y revenir. Du point de vue politique, son avenir est derrière lui. Parce que Abdoulaye Wade s'est débrouillé pour ne pas laisser un appareil politique, contrairement à Senghor et à Abdou Diouf. Il a démantelé son propre parti pour l'affaiblir, pour qu'il n'y ait aucune personne qui puisse faire face à son fils. C'est ça qu'il s'est employé à systématiquement neutraliser son propre parti qui a toujours été hostile à son fils. Donc je pense que sur ce plan-là, son avenir est derrière lui. Maintenant, pour son entourage, probablement, si Macky Sall commet l'erreur de faire comme Abdoulaye Wade, qui est de récupérer les vaincus dans son propre parti, pensant que ça peut l'aider, Macky Sall lui-même ne fera pas deux mandats s'il cherche à faire comme Abdoulaye Wade. Parce que ce que Abdoulaye Wade a fait, c'est que, comme on dit un homme d'État américain, il y a des hommes d'État qui pensent à la prochaine génération, il y en a d'autres qui pensent à la prochaine élection. Abdoulaye Wade, durant tout son temps, n'a pensé qu'à la prochaine élection. Si Macky Sall pense à la prochaine génération, probablement, il ne fera pas comme Abdoulaye Wade. Donc vous pensez qu'un président qui cherche à préserver les acquis des générations futures peut certainement se retrouver dans le cas de Macky Sall? Mais bien sûr, il ne peut pas faire prendre quelqu'un qui est vaincu quelque part. On continue à penser que dans tel département, il a encore des voix, il a encore du monde derrière lui. Personne n'a du monde derrière lui dans ce système démocratique. Qu'est-ce que le nouveau président élu Macky Sall peut apporter de nouveau
à la population sénégalaise? Une gouvernance sobre, d'abord, qui vive pas au-dessus des moyens du pays, pas au-dessus de ses moyens. On ne peut pas avoir un gouvernement comme Abdoulaye Wade où on prend 52 milliards pour construire des statues, où on prend des centaines de milliards pour construire la plus belle corniche de l'Afrique. Même si c'est une infrastructure très belle. Mais aujourd'hui à Dakar, vous êtes sur la partie ouest de la ville, vous pensez que vous êtes à New York. Mais il suffit de faire 5 kilomètres vers le nord pour aller à Yeumbeul Thiaroye. Vous pensez que vous êtes dans l'Afrique d'il y a de cela 100 ans, avec des trous, des nids de poules partout, des routes qui ne sont pas praticables, avec des inondations, des gens qui restent dans l'eau pendant des années. Donc si Macky Sall comprend que c'est une gouvernance sobre, où l'utilisation des ressources, c'est en fonction des besoins réels du pays, je pense qu'il aura marqué non seulement l'histoire du Sénégal, mais l'histoire de la sous-région, pour montrer que on peut quand même faire quelque chose malgré la petitesse de nos pays, comme on le fait aux îles du Cap-Vert aujourd'hui. Ouais. Qui est 2,5 fois presque plus développé que le Sénégal, selon les critères de revenus. Alors qu'en 1975, le Cap-Vert importait des instituteurs du Sénégal. Au moment où je vous parle, le Cap-Vert importe du sable marin du Maroc pour construire. Ils n'ont aucune ressource, mais c'est la bonne gestion. Si Macky Sall comprend ça, je pense qu'il fera du bon travail. Maintenant, s'il fait du clientélisme politique, avec son alliance qu'il a apportée au pouvoir, qu'il veuille faire une distribution de prébendes, non seulement il aura raté sa mission, mais il ne restera pas longtemps. Monsieur Aïdara, est-ce que vous ne pensez pas que l'élection de M. Macky Sall aujourd'hui est un problème de génération, qu'il faut certainement écarter un peu ces anciens présidents et puis amener du sang nouveau en Afrique, comme le disait tout à l'heure M. Dambabou, pour la relance de l'Afrique, la reconstruction de l'Afrique, notre devenir et notre développement? Enfin, fantastique, hein. Nous sommes un peu en Afrique, on dit les vieilles mamies font les bonnes sauces. Oui, mais moi, pas dans le cadre de la politique. Pas en politique, parce que on peut vous citer d'autres exemples. Moi, je pense que l'âge importe peu chez moi. L'âge importe peu chez moi. La qualité de l'homme qui est en face de moi, est-ce qu'il est capable de faire le travail? Oui. S'il est capable de faire le travail, moi, je n'ai pas de problème. Le problème d'âge ne compte pas. Si la Constitution dit qu'il peut se présenter, moi, je n'ai pas de problème. Mais nous, aujourd'hui en Afrique, on sommes peut-être qu'on appelle ça le 21e siècle. On a besoin des gens bien formés qui comprennent où ils vont. Comme disait Dambabou, il faudrait aller de l'avant. Il faut voir pas les élections, mais il faut voir la génération à venir. Ceux qui pensent aux générations à venir, peut-être qu'ils auront des chances quand même de diriger. Oui, mais le problème ici, c'est que est-ce que ces anciens-là, est-ce que ces vieux-là pensent véritablement à cette jeunesse montante, avec cette fougue-là de pouvoir casser la baraque? Est-ce que ces vieux-là pensent véritablement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un cercle vicieux de ces vieux-là, un cercle véritablement hermétiquement fermé, voilà, qui empêche cette jeunesse à pouvoir évoluer, à pouvoir développer l'Afrique. Je reviens encore, hein. Comme on le dit toujours, le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Cette jeunesse aussi doit être capable de faire comprendre à la jeunesse qui est la majorité, pour dire c'est eux les tours. C'est ça le problème. Mais ces vieux ne vont pas remettre le pouvoir. C'est à nous, jeunes, de dire c'est notre tour, on est créatifs, on est capable. Donc, parce que c'est mais avec quel moyen de bord, en fait? Ah, mais quand on veut faire la politique, je donne quand on fait la politique, je donne les moyens. Je donne la... Oui, allez-y, monsieur Dambabou. Avec quel moyen de bord cette jeunesse aujourd'hui peut déplacer un peu ces anciens qui sont là? Mais parfois, on oublie très rapidement l'histoire. Le Sénégal n'a jamais été dirigé que par des jeunes, à part Abdoulaye Wade. Senghor n'avait pas 50 ans quand il devenait président. Ouais. Abdou Diouf n'avait pas 50 ans quand il devenait président. Les premiers califes généraux des grandes familles religieuses qui dirigent le pays, c'était des jeunes. Serigne Modou Moustapha était jeune quand il prenait le califat de Touba. Seydi Ababakar était jeune. Donc le Sénégal a toujours été dirigé par des jeunes. L'Afrique a toujours été dirigée par des jeunes. Vous pouvez faire pratiquement la liste des gens, malgré tout. Houphouët-Boigny a commencé à diriger la Côte d'Ivoire depuis 1948, depuis la loi cadre. Ouais. Il était jeune. Donc les vieux n'ont jamais dirigé l'Afrique. Oui, mais quand ils arrivent, ils s'éternisent, ils ne veulent plus partir. Mais ça c'est fini, ça ne peut plus se passer de toute façon. On ne peut plus s'éterniser en Afrique de toute façon, parce que la vitesse de changement est telle que quelqu'un qui est au pouvoir, même étant jeune, 10 ans après tu es vieux. Parce que tu n'as pas le temps de t'adapter. Donc vous pensez aujourd'hui que le président Macky Sall peut véritablement faire la différence? Plus de 10 ans. Il ne peut pas faire plus de 10 ans. Macky Sall est à 51 ans. À 50 ans maintenant. 50 ans maintenant, oui. C'est en décembre qu'il aura 51 ans. Donc c'est un jeune. Mais c'est un jeune
Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les vieux là, leur problème, ce n'est pas l'âge à proprement parler, mais c'est leur histoire. Parce que jusqu'à une époque récente, on parlait de père de l'indépendance, de père de la nation, de magicien qui ne compte pas sur le peuple, mais qui demande au peuple de compter sur lui. C'est ça qui ne marche plus dans le monde. Monsieur Dambabo, selon votre expérience et puis avec, je dirais, toute l'habilité que vous avez, est-ce que vous pouvez succinctement nous faire aujourd'hui donner je dirais, les points faibles et les points forts du président Macky Sall pour pouvoir, je dirais, relancer non seulement le Sénégal, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Afrique est un pays. L'Afrique est un pays, non seulement le Sénégal, mais l'Afrique tout entière, parce que M. Aïdara le disait tout à l'heure, que chacun doit pouvoir copier sur l'autre, et que quand tu vois la maison de ton voisin brûler, il faut te dire aussi que certainement ce feu va t'atteindre. Alors, quels sont aujourd'hui les points forts et les points faibles du président Macky Sall? Il y a un seul point qui peut être sa faiblesse, mais qui peut être sa force. Il n'aura absolument pas le pouvoir absolu. C'est impossible. Ni au Parlement, ni au niveau politique, ni au niveau national. Le Parlement, là, qu'on va élire au mois de juin, c'est déjà au mois de juin, vous savez. C'est le 7 avril qu'on doit déposer les listes. Est-ce que vous savez qu'on est déjà en campagne électorale au Sénégal? Et ce Parlement-là, si vous avez vu ce qui s'est passé avec les maires qui ont été élus en 2009, les maires de l'opposition, ça vous dit exactement que le Sénégal aura une base politique éclatée. Personne n'aura une force pour forcer le passage. C'est ça la force d'une démocratie. C'est la faiblesse relative des acteurs, des différents acteurs. Et il y aura cette force-là à l'Assemblée nationale, de fortes personnalités qui seront élues dans leur circonscription. Le parti ne peut plus dire celui-là va être le député, que vous le veuillez ou non. Si vous voyez les maires, comment on les appelle les maires, élus dans l'opposition en 2009, aujourd'hui, ils ne vont pas prendre des ordres de leur parti ou des patrons de leur parti. Ils ne leur parlent même pas. Parce que ceux qui les ont élus sont en train de les surveiller. Et ce sont réellement les populations cette fois-ci qui les ont élus. Et les députés qui vont venir, si Macky Sall comprendra, comme il le promet aujourd'hui, qu'il aura une gouvernance très sobre, qui fasse comprendre aux gens que c'est une question de compromis qu'on doit gouverner, des compromis qu'on doit gouverner un pays, ça peut être une force appréciable. Mais s'il ne le comprend pas, pensant que c'est son autorité, parce que c'est lui qui est élu, qui est plébiscité, là, il va se casser le nez très rapidement. Monsieur, oui, allez-y, monsieur Aïdara. Ok, pour compléter, monsieur Dambabou, il essaie de faire réellement beaucoup de politique, au bout de 2 ans, 3 ans, il va perdre. Parce que beaucoup de politique, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est grâce à une coalition qu'il a gagné les élections. Si on veut voir. Donc lui, il va chercher, s'il cherche réellement à se populariser, en un mot, chercher à devenir plus populaire et quoi pour dire que moi, j'ai besoin d'une popularité réellement, avoir une assise populaire, en ce moment, il va oublier le peuple sénégalais. Mais s'il cherche réellement à répondre aux attentes, réellement, disons, à la demande sociale, quel est le chômage, la cherté de la vie, s'il cherche réellement à répondre à cette question-là, je pense que sa popularité va se faire seule et son deuxième mandat va être easy, va être plus facile. Mais s'il cherche, comme les magouilles politiques, des personnalités vides, de cookies, vite, chercher ceux-là à avoir des alliances par-ci par-là, il va être plus occupé à faire des alliances pour dire que c'est ceux-là qui vont le rendre populaire. Alors que c'est son travail qui doit le rendre populaire. Donc je pense que c'est un challenge pour lui. Monsieur Aïdara, je reste encore avec vous. Vous venez tout fraîchement, comme l'avait dit en introduction, d'arriver de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons parler un peu de la Côte d'Ivoire. Ça fait plus d'1 an que le président Alassane est au pouvoir. Il y a eu des événements ces derniers jours. Le Premier ministre Soro, qui est aujourd'hui ex-Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il y a eu un nouveau gouvernement. Vous qui venez d'arriver de la Côte d'Ivoire, comment ça va là-bas? Bon. En général, ça va. Moi, je peux dire, en général, ça va dans l'ensemble. Parce que, comme disait le président Gbagbo, on ne sort pas d'une guerre comme si on sort d'un dîner gala. Hein. Il y a toujours des petits trucs. Dans l'ensemble, ça va. Ça fait plus d'1 an que le président Alassane Ouattara est aux commandes de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pensez que toutes les promesses de campagne qui avaient été faites dans le temps, avec en début de mandat, tous ces projets de construction, tous ces grands travaux qui ont été faits pour donner du travail à la jeunesse ivoirienne, où en sommes-nous aujourd'hui? Ok.
Moi, c'est mon propre constat. Hein. Bon, au niveau des infrastructures... Ouais, vous venez d'arriver d'Abidjan. Je viens d'arriver d'Abidjan. Vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Au niveau des infrastructures, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Il faut être franc. Au niveau des infrastructures, ils sont en train de refaire des routes, des ponts, des châteaux. Bon, le dernier château d'eau que Gbagbo avait commencé, ils ont heureusement terminé. Il y a des projets de construction et tout. Mais mon inquiétude un peu, hein, par rapport au gouvernement Ouattara, c'est la lutte contre la corruption. Il ne faut pas avoir peur de mots. Mais est-ce que c'est pas le fléau, c'est pas un mal en Afrique? Non, moi tu m'as demandé la question Ouattara. Moi je réponds, je ne veux pas étendre la question. C'est la lutte contre la corruption un peu et la cherté de la vie. Je dis vraiment la vie est chère, il faut le connaître. Je connais même le prix du piment, j'ai fait une enquête. Le kilo de riz c'est 460 francs. Je lui dis le litre d'huile c'est 1200 francs. Le sucre c'est 800 francs. Mais quand comparé par rapport à la sous-région, je dis bien, je suis allé au Sénégal, au Mali, au Burkina, où le sucre est à 550 francs. Chez nous, on ne peut pas payer à 800 francs. C'est impossible. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une situation qu'il a trouvée, mais il doit faire en sorte pour répondre à la demande sociale. Parce que les gens d'en bas, comme on le dit chez nous, eux, le bénéfice qu'ils peuvent tirer de ce pouvoir-là, c'est de mieux vivre. C'est-à-dire que les 1000 francs qu'ils trouvent, qu'ils puissent mieux manger. Ça, le président doit faire un effort. Maintenant, concernant la corruption, le système est toujours en place. Il doit démanteler. Il doit faire un effort. Nous, on va le juger par son travail. Je le dis bien. Ce n'est pas des alliances politiques que les Ivoiriens vont juger Alassane Ouattara. Ce n'est pas son travail. Non seulement, vous avez vu, je prends un exemple en Tunisie, le président Ben Ali, il a fait toutes sortes d'infrastructures. Toutes sortes d'infrastructures. Vous allez en Tunisie, je sais là-bas, où il a fait tout ça. Mais pourquoi il est parti? Les peuples en avaient marre de la corruption. Ouais. Ça, c'est important pour un chef d'État. Moi, c'est un message. Je lance à Ouattara. Il doit faire un effort contre la lutte contre la corruption. Les gens, bon, je laisse la parole au grand. Oui, monsieur Dame, la Côte d'Ivoire, la corruption, le nouveau gouvernement, on avait tous été surpris. Beaucoup ont été, on dit qu'ils étaient un peu déçus du nouveau gouvernement parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir un gouvernement tout neuf, mais le président a reconduit toute l'équipe, disant et pertinemment qu'il va faire un nouveau gouvernement après les élections à venir, les élections les municipales et puis les conseils généraux et tout ça. Donc, c'est une grande première en Afrique. Évidemment, je ne peux pas connaître la Côte d'Ivoire comme je connais le Sénégal. Donc, c'est avec des réserves que j'émets certains jugements. Mais je pense que Ouattara a des urgences qui lui posent énormément de problèmes. La question de la réconciliation nationale n'est pas réglée. C'est ça qui explique la continuation des combinaisons politiques. Parce qu'il n'est pas arrivé à récupérer une partie du camp Gbagbo. Donc il est obligé de rester encore, de resserrer pratiquement les liens avec les gens de Bédié. Ça, c'est un problème, ce qui donne effectivement cette impression, ou même la réalité, des combinaisons politiques qui continuent, même après le départ, après les élections législatives. Ça, c'est un problème. Mais j'espère, pour lui, qu'il ne commettra pas la même erreur que Abdoulaye Wade. Dans nos pays, les gens ont l'impression que les grandes infrastructures créent des emplois. Ce n'est pas le cas. Ça crée des possibilités de corruption à une échelle gigantesque. Parce qu'une route, ça coûte énormément. Ce qui fait que les possibilités de surfacturation et autres sont énormes. C'est pour ça qu'on encourage nos chefs d'État parfois à aller dans cette direction. Et pourquoi je dis les grandes infrastructures ne créent pas l'emploi? C'est une notion keynésienne qu'ils ont qui ne s'applique pas chez nous. Parce que si on doit construire une route en Amérique, tous les ingrédients qui vont dans une route sont créés par des entreprises américaines. Ce n'est pas simplement la route qui crée l'emploi. Même l'eau qu'on utilise pour le faire, c'est une petite entreprise qui fournit ça. Donc c'est de l'emploi. Les caterpillars, même l'essence, même la fourniture en carrière, etc. Tout ça, c'est des entreprises américaines. Même les voitures qu'on utilise pour amener les travailleurs, c'est fabriqué en Amérique. Donc, c'est en cela qu'il y a des effets de domino. Par contre, chez nous, quand on décide de faire une grande infrastructure, tout est importé. Tout est importé. Même l'argent qu'on devait utiliser pour irriguer l'économie, pour les petites et moyennes entreprises, cet argent, ces devises-là sont utilisées pour importer tout ce qui entre dans cette route-là, à part les carrières pratiquement, et même certains pays n'en ont même pas. Donc, pensant que les grandes entreprises vont créer des effets de domino et des emplois connexes, ce n'est pas le cas. C'est une notion qui date du 19e siècle.
qui est pratiquée en Europe parce que c'est des économies endogènes, intégrées, tout est créé. Pour avoir une grande infrastructure, il faut avoir pratiquement des centaines ou voire des milliers de petites entreprises qui fabriquent des parties, des ingrédients qui vont dans cette fabrication. Alors que chez nous, on ne fabrique rien. Même comment on appelle ça? Même les petits instruments qu'on utilise pour la route, on les importe. Donc on ne crée pas beaucoup d'emplois. On crée simplement peut-être des revenus pour une certaine frange, mais c'est la période de la création de ces routes. Mais ça ne crée pas une dynamique qui est pérennisée après la construction de la route. Donc il faut qu'on fasse très attention. C'est ça qu'Abdoulaye Wade a fait. C'est pourquoi il pensait pouvoir créer des emplois avec ces routes, avec ces grandes infrastructures. Il n'en a pas créé. C'est pour ça que le taux de chômage au Sénégal s'est complètement accru, a augmenté durant le magistère d'Abdoulaye Wade, durant le temps où on faisait la préparation de l'ANOCI. On utilisait tout l'argent, tous les revenus qu'on avait dans le cadre des grandes infrastructures. J'espère que Ouattara ne tombera pas dans cette dynamique. Monsieur Aïdara, monsieur Soro Guillaume est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à la Côte d'Ivoire, comme le disait monsieur Dambabou tout à l'heure, pour nous sortir un peu. Moi, j'aime bien utiliser ce carcan infernal dans lequel nos responsables ont déversé l'Afrique. Comment voyez-vous aujourd'hui les actions de M. Soro Guillaume et pourquoi pas, comment voyez-vous son avenir? Ok, les gens, souvent en Afrique, quand les députés vont en campagne, ils ont l'impression de dire moi je vais faire des rouges. Les députés ne créent pas d'emploi ni de routes. Un député vote les lois. Exactement. Soro, son devoir, c'est de veiller à la régulation de la loi. Mais est-ce que vous pensez que M. Soro pourrait éventuellement aller contre les propositions du président de la République? Ça y va de son avenir. C'est pas aller contre le président parce qu'il faut aller contre le président. Si c'est pas bon, on dit au président, ça c'est pas bon. Est-ce que c'est des trucs que nous voyons en Afrique? On doit pouvoir le faire. On doit pouvoir le faire, mais est-ce qu'on le fait? Par principe est-ce que vous démocratique. pensez que M. Soro peut le faire? Vous voyez, c'est ce qui nous a amené dans la crise malienne. Il y a la démocratie et il y a l'exercice démocratique. L'exercice démocratique, c'est quoi? C'est pas parce qu'on est obligé, parce qu'on est dans le même camp que le président de la République, qu'on dit toujours oui. Les mutins maliens pouvaient prendre une journée, tirer en l'air, dans les camps, sans sortir. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas content de notre hiérarchie parce qu'on n'a pas d'armes pour aller se battre. On dit, vous avez raison. Monsieur George Bush allait en guerre en Irak. Il y a des soldats qui sont morts. Les parents des soldats défilaient le matin devant la Maison Blanche. Le monde entier a protesté contre George Bush et son incapacité de gérer la crise qu'on appelle irakienne. Mais il n'a pas eu de coup d'État. Donc, moi, je dis, nos dirigeants, nos partis politiques doivent exercer l'exercice démocratique, comme disait Colin Powell. Il y a des moments, il y a des motions de censure, comme un gouvernement, comme un président. Il faut apprendre les gens depuis l'école, il faut les enseigner. C'est vrai. Tu vois, la pratique démocratique. Quand on n'est pas d'accord, on peut dire, papa, poliment, papa, je suis pas d'accord. Et si ton enfant a la capacité de dire, papa, ça c'est pas vrai, sans pouvoir déborder. Donc, Soro doit pouvoir jouer son rôle de régulateur du pouvoir. Le peuple va le juger. Moi, je n'ai pas les choses. Moi, ce qui me concerne, je reviens là-dessus, c'est la demande sociale. Je le dis bien. Je vous ai dit le cas des riz, hein, je vous dis bien. L'État, il y a des denrées de premiers alimentaires. L'État ne peut pas chercher de bénéfices ni de TVA. Il doit pouvoir subventionner. L'État doit pouvoir subventionner. On le voit ici aux États-Unis. Il y a des denrées alimentaires qui sont subventionnées, permettent à la population qui n'ont pas les moyens d'acheter. Peut-être que moi, je vais payer le riz Jasmine où le kilo fait 850 francs. Mais comme il y a des gens qui peuvent payer le riz d'un cachet, comme on dit lundi, d'un cachet, ça veut dire beaucoup d'enfants, qui coûte 400, 450 francs. Mais ils n'ont pas les moyens. Pour quelqu'un qui a un salaire de 60 000 francs par mois, est-ce qu'il peut se permettre 1000 francs par jour? Non. L'État doit pouvoir subventionner des denrées alimentaires, ça c'est un, et encourager la production locale, ça c'est un. Mais deuxièmement, comme disait le doyen Dame, la création d'emplois, les gens pensent que c'est des grandes infrastructures. C'est vrai. On dit la route est le chemin du développement, je suis d'accord avec ça. Mais ce qui tue l'Afrique, c'est le coût des facteurs. L'eau et l'électricité. Je vous donne l'exemple d'un petit frère qui a une boulangerie. Il était obligé de fermer, c'est-à-dire d'enlever l'électricité, chercher du bois de chauffe pour alimenter sa boulangerie parce que le coût de l'électricité, il ne peut pas supporter. Cette boulangerie emploie 15 à 30 personnes. Vous imaginez? Donc le coût de facteur est élevé. Donc je pense que le président, qui est un économiste, doit d'abord revoir pour la création d'emplois le menuisier, le maçon ici. Tous les mécaniciens ici, ils ont des appareils électroniques.
pour pouvoir travailler avec ça. Ça fait avancer un pays, mais nous, on n'en a pas. Les gens ne peuvent pas se permettre. Donc, il doit revoir tous les coûts de facteurs. Monsieur Aïdara, peut-être la dernière question de la soirée avant votre mot de fin. Le président Alassane Ouattara a toujours dit que les juridictions internationales priment sur les juridictions nationales. Ouais. Il a été interpellé aujourd'hui par la juridiction de la CEDEAO de libérer Michel Gbagbo. Est-ce que vous pensez que ça sera fait? Bon, c'est ça que j'ai dit. On juge les gens toujours par l'exact. Vous l'avez dit, hein? Parce que là, il ne va pas se prendre quand même à... Vous avez dit il ne va pas se dédier lui-même. Je ne peux pas le juger avant son acte. Donc j'attends qu'il pose l'acte d'abord. Mais ils ont demandé une libération immédiate. Moi, je ne peux pas le juger avant son acte. Est-ce qu'il va livrer ou il ne va pas livrer? Et aujourd'hui, lui, en tant que président de la CEDEAO, je ne peux pas le juger pour le moment. Il faut qu'il pose d'abord l'acte. L'acte, c'est quoi? Un refus ou un oui. Donc, je ne peux pas le juger. Donc, comme on le dit en anglais, wait and see. Attendons de voir ce qui va se passer. Ouais, merci bien, messieurs, de votre temps ce soir. Je vais juste vous permettre de nous accorder votre mot de fin. Monsieur Dambabou, mot de fin. La régie me fait dire qu'il nous reste 3 minutes. Comme toujours, je sais que les journalistes nous disent toujours il ne faut pas remercier notre confrère parce que c'est tout à fait naturel. Mais je dis quand même. Je sais qu'on va se retrouver, on va se retrouver, on a créé un plateau. Pour être là, exactement. Voilà. Exactement. Donc, je te remercie de nous avoir ici encore. Mais le plaisir est pour moi, au nom de la direction d'Ivoire TV. Oui, c'est ça que je dis. Mais j'espère que les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire l'année dernière et ceux qui sont en train de se dérouler au Mali et ceux qui sont en train de se dérouler au Sénégal me rendent optimiste. Parce qu'au moins, maintenant, on se rend compte qu'on ne peut plus être dans son pays et faire ce qu'on veut. Chez nous, au moins. On sait que le monde, c'est un tout. C'est un petit village. Tout ce que vous faites, vous devez faire attention à ceux qui sont autour de vous, aussi loin soit-il. Je pense que c'est un signe qui montre qu'on peut être optimiste pour l'Afrique, et surtout pour l'Afrique de l'Ouest. Merci bien, M. Dambabou. Monsieur Aïdara. Ouais. Merci, et moi, c'est toujours un plaisir d'être avec le doyen. Notre doyen Dambabou. C'est un plateau qu'on a créé. On va aussi remercie Ivoire TV. À chaque fois que je passe ici, c'est des appels de coups de fil. Merci, c'est bien. Même quand j'étais à Abidjan, il y a des gens qui m'ont interpellé dans la rue. Ah, on t'a vu sur une chaîne de télévision aux USA. C'est bien. Et vous remerciez pour le travail que vous faites et vous encouragez. Comme disait Dambabou, fini les gangsters politiques. Exact. Ça, c'est fini, ça. Tu ne peux pas t'élever pour mettre fin à une constitution parce qu'on pense que c'est ceux qui veulent venir au pouvoir, qu'ils soient militaires ou pas, ou civils, que former un parti politique. Ce n'est pas des arguments qu'on peut arriver aujourd'hui à convaincre nos peuples et accéder au pouvoir. Quelle que soit la crise dans le pays, il faut respecter la constitution, il faut respecter la loi. Je vous remercie. Voilà, chers amis des grandes interviews de Jean-Marc Kwasi, je recevais ce soir M. Dambabou. Sachez tout simplement que M. Dambabou est un aîné. Il est l'un des tout premiers journalistes africains ici aux États-Unis. Il est avec nous. C'est un honneur de l'avoir à chaque fois. À chaque fois qu'on a eu besoin de son expérience et de sa compétence, il nous l'a toujours accordé, de sa sagesse surtout. Voilà, merci bien, M. Dambabou. Et j'avais aussi avec nous M. Aïdara Idrissa, qui est directeur de publication et fondateur du journal Le Griot, ici à l'Aime, un journal qui est très lu et un journal qui parcourt aussi tous les États-Unis. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et puis, pourquoi pas, on prend rendez-vous pour la prochaine fois. Absolument, merci bien. Absolument. Merci.